C'est l'image qu'on a de soi-même. Ouais. Donc, se sentir gros n'a pas toujours à voir avec être gros. Les Activores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15 sur VL. C'est vrai qu'on vous retrouve avec ce nouveau livre, hein, Maigrir, pourquoi j'y arrive pas, hein, c'est paru chez First Edition. Réussir son régime, hein, grâce au coaching spécial Cohen. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à maigrir si on n'a pas un coaching psychologique, hein. D'ailleurs, je vais citer pour introduire cette première question un extrait du livre. J'ai comme théorie que la bouche, comme le corps, sont des outils qui peuvent servir, dans certains cas, à retrouver un équilibre. Plutôt que de les limiter à de simples outils utiles à la digestion, il faut aussi les concevoir comme des modes d'expression psychologique. Justement, quels sont les déclencheurs psychologiques des troubles alimentaires, Jean-Michel Il y en a Cohen? plein, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu expliquer, c'est que, par exemple, quand on grossit, la graisse, en médecine, bien sûr, c'est un tissu protecteur. Ça veut dire que ça empêche d'avoir froid, ça protège ça conserve la chaleur. C'est un tissu cicatrisant. Ça veut dire que s'il n'y a pas de graisse, par exemple, on ne cicatrise pas en cas de blessure. C'est un tissu sécrétant, c'est-à-dire que ça sécrète aussi des hormones. Et donc, si on transpose ces trois choses en psychologie, cicatrisant, quand on a des douleurs, ça peut aider à cicatriser une douleur. Hormonal, ça veut dire quand on a des problèmes de type hormonal ou voire sexuel. J'ai vu que Gala avait repris ça ce matin dans son journal. La graisse peut intervenir. Et protecteur, ça veut dire quand on est en souffrance, on peut utiliser la graisse. De la même façon que la bouche, par exemple, quand on met des rats dans une cage et qu'on les stresse, ils se mettent immédiatement à manger. Pourquoi ? Parce que le stress, bien sûr, il agit de façon hormonale avec les neuromédiateurs dans le cerveau, mais aussi parce que c'est un système de récupération de sérénité. Donc ça veut dire que les gens qui grignotent, les gens qui grossissent, en dehors des problèmes génétiques, hormonaux, etc., c'est pas que des gourmands qui mangent juste parce qu'ils aiment la bouffe ou qui mangent parce qu'ils sont sans volonté. C'est des gens qui peuvent parfois cacher un problème et il faut leur faire dire. Et tant qu'on n'a pas révélé le problème, alors ils vont regrossir, ils vont maigrir et puis ils vont regrossir parce que le problème n'est pas résolu. Donc il est résolu pendant qu'ils ont maigri. Enfin, le fait de maigrir leur fait croire qu'il est résolu puis ça recommence le coup d'après. Ouais. Et quand le fond du problème n'est pas réglé, évidemment... Rien n'est C'est ce qu'on réglé. observe, les dépressions cachées, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas raconter sa dépression. Il est en souffrance, il y a plein de sujets dans sa vie qui l'agressent. Il est en souffrance, mais il ne veut pas le dire. Et au lieu il va récupérer l'équilibre de ses plaisirs au travers de l'alimentation, comme on le fait avec la clope, avec l'alcool, pour certains avec la drogue, voilà. Et c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais le livre, c'est des témoignages de personnes. Et notamment, vous questionnez sur être gros ou se sentir gros. On en parlait. Vous comparez les IMC de deux hommes mesurant 1,85 m et votre propre coach sportif de 105 kg et un homme non sportif de 82 kg. Et le premier a une IMC à 30, il est considéré comme obèse et le second à 24. À quel moment, justement, on est considéré comme gros ? Le terme obèse. Il y a deux définitions. La première définition, c'est la moyenne classique. On utilise l'IMC. Alors voilà, on divise le poids par la surface au carré d'un individu. La surface, on l'obtient par la taille. Et la deuxième méthode, c'est la mesure du tour de ceinture, enfin de l'abdomen, de la ceinture abdominale. Donc on est gros quand on dépasse un certain chiffre pour la ceinture abdominale et on est gros quand on dépasse 25 pour l'IMC et obèse quand on dépasse 30. Mais tout ça, c'est pas significatif. Ça veut dire que, en fait, aujourd'hui, on arrive à mesurer la différence entre le muscle et la graisse. Et mon coach de sport, il pèse beaucoup de muscles. Et l'autre monsieur en question, il pèse beaucoup de graisse et pas beaucoup de muscles. Donc l'un a une allure qui donne le sentiment qu'il est super taillé, donc on dit qu'il n'est pas gros. Et l'autre, on considère qu'il est gros parce que, en fait, il a une surcharge pondérale et peu de muscles. Voilà. Je crois que vous dites, d'ailleurs, se sentir gros, justement, c'est plutôt la perception d'un malaise. Se sentir gros, non, j'ai donné un autre exemple. J'avais deux copains et l'un avait été gros quand il était maigre, et quand il était jeune, pardon, et avait maigri. Et donc aujourd'hui, il est très mince. Il a encore le sentiment d'être gros. Et l'autre, c'était quelqu'un qui était mince quand il était jeune et il est devenu super obèse. Et même super obèse, il n'avait pas le sentiment d'avoir un surpoids. Donc ça veut dire que ce sentiment, il est plutôt intellectuel et cérébral. Il n'a rien à voir avec une réalité graisse, muscle, poids réel, poids supposé, etc. C'est l'image qu'on a de soi-même. Donc se sentir gros n'a pas toujours
à voir avec être gros. Voilà. Et c'est savoir si c'est physique ou psychologique. Quoi, Oui, c'est se voir dans une glace. Comment on se voit dans la glace, ça veut dire. Et l'image qui se reflète dans la glace, c'est pas la même que celle que les autres voient de vous. Vous voyez une image, elle est construite par votre cerveau. Parce que là, il n'est juste qu'un outil de perception, et puis après, c'est interprété par le cerveau. Et bien, l'autre peut ne pas voir la même chose. Donc, c'est pour ça que se sentir gros, ça n'a rien à voir avec être gros. Et peut-être les remarques des gens aussi. Non, vas-y, Guitare. C'est pas aussi parfois héréditaire? Quoi, être gros? J'allais poser la question. C'est vrai? Si, être gros, bien sûr, bien sûr. Il y a, dans ce livre sur la psychologie des régimes, ou sur la psychologie du surpoids, j'écarte bien sûr les sujets génétiques et hormonaux. C'est-à-dire, il y a des familles où il y a un gène qui va conditionner l'obésité. Il y a d'autres situations, par exemple, où on va blinder les gens avec des hormones, que ce soit la cortisone, les hormones génitales, des choses de ce genre, ou même testostérone chez les mecs, et où là, on va voir les individus grossir sous l'influence de l'hormone. Ça n'a pas de rapport avec la psychologie du régime dans ce cas-là. Et c'est vrai que pour maigrir, il faut agir. Vous préconisez des régimes sur votre site aussi internet savoir-maigrir avec la méthode Cohen. Vous évoquez aussi dans votre livre les approches non médicales comme l'hypnose, notamment. On a l'hypnose, la méditation, on a la musique. Aussi changer son environnement, c'est important tout ça. Alors c'est pas nouveau l'hypnose, ça veut dire il y a très longtemps de ça. On faisait déjà des thérapeutique, je précise. Mais à condition de tomber sur un hypnotiseur de qualité. Mais il y a 30 ans de ça déjà à l'hôpital, nous on explorait l'hypnose, donc c'est pas nouveau, c'est de la suggestion. On arrive à faire de la suggestion et pour certains ça dérape un peu sur une forme de psychothérapie, mais c'est pas mal. La méditation c'est plus à la mode aujourd'hui, mais la méditation c'est la même chose que le retour à l'équilibre des plaisirs. Ça veut dire quand vous méditez, vous essayez de vous retrouver, de trouver une certaine forme de stabilité et d'équilibre. La musique a démontré son efficacité, mais toujours pareil, dans des situations de stress. Ça veut dire quand les gens stressés grossissent, quelqu'un qui est au travail, dont la collègue l'harcèle, quelqu'un qui a des problèmes avec ses enfants à l'école, quelqu'un qui se fait engueuler par son patron, si elle a les trois en même temps, elle est victime d'une forme d'anxiété. Moi, j'appelle ça l'hypertension mentale. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sous pression permanente. Mais quelle est sa solution? C'est essayer de se faire plaisir. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais un jour dans un avion et mon voisin de droite était extrêmement malade. À mon avis, il était proche de la fin de sa vie. Il était vraiment très malade. Je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de signes. J'essayais de lui prodiguer quelques soins. À ma gauche, j'avais un monsieur qui voyageait avec nous qui avait amené une boîte de gâteaux. En l'occurrence, on revenait de Marrakech. Il avait ramené une boîte de gâteaux et il l'avait posée devant lui. Je pense que c'était pour l'offrir. Il a vu la situation qui se déroulait à côté. Il a commencé par ouvrir la boîte. Il a mangé un gâteau. Ça se tendait de plus en plus. C'est-à-dire, ça devenait de plus en plus compliqué à ma droite. Ça veut dire au point que j'étais en train de faire un début de massage cardiaque, etc. Et le mec, je le voyais, il avalait compulsivement ses gâteaux. C'est-à-dire, il a fini la boîte avant d'arriver. Donc, le monsieur à ma droite n'est pas mort. Mais à mon avis, ça n'a pas dû tarder dans la soirée. Mais à ma gauche, le monsieur d'à côté, il avait bien mangé. Donc il avait mangé une boîte entière de gâteaux parce qu'il était stressé. Il était angoissé. Donc il a à la fois fait un geste mécanique et en même temps, il a essayé de soulager sa peur. Donc vous avez pu faire le massage cardiaque et en même temps de le regarder manger. Je lui mettais des claques de temps en temps. Et qu'est-ce qu'il avait comme signe? Il s'évanouissait? Je voyais qu'il était en train de s'évanouir. Il avait des convulsions. Enfin, je voyais que ça allait très très mal. Et en fait, il y avait l'hôtesse, je crois, est venue me dire, écoutez, c'est un passager sanitaire, normalement, il devait y avoir un accompagnant, mais il ne devait pas être là. On le ramène à Paris pour qu'il finisse sa vie là-bas. Donc, voilà, on m'avait donné l'explication. C'était pas gai, mais c'était intéressant. C'est clair. C'est clair. Et pour rebondir là-dessus, est-ce que se mettre en couple fait grossir? Oui. Alors pourquoi? Parce que on va tout le temps au resto, célibataire, on sort, on va voir les amis, on mange à la va-vite parce que si on mange seul, mais dès qu'on est en couple, on vit dans une espèce de petit cocon où, notamment les premiers temps, ça se construit autour de la préparation du repas, de l'instant du repas. Après, on sort pas, on s'occupe à la maison, on fait des parties de Scrabble quand on est un jeune couple, j'imagine. Et après, donc, on va avoir tendance à grossir. Et il va y avoir une pente ascendante, notamment pour les messieurs, puisque je vois que tu es intéressé par la question. Parce qu'après, il va y avoir la croissance sociale, c'est-à-dire que la plupart du temps, on gagnera plus d'argent avec la vie, donc on mangera probablement un peu plus qualitatif, et puis on bougera de moins en moins, voilà. Et donc les mecs comme toi qui sont minces aujourd'hui sont condamnés à être gros et dégueulasses plus tard. La bedaine, Rachid. Merci. Voilà d'où ça vient, Rachid.